On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 14e édition de la Ruée vers l'art. Donc, vous allez pouvoir à nouveau, sur 2 fins de semaine, aller visiter des artistes dans leur atelier de création. Et on reçoit le fondateur de l'événement, qui va d'ailleurs y participer pour une première fois, et une autre membre du comité organisateur qui est là depuis presque les tout débuts. Mais d'abord, on vous parle d'inondation. Quel est l'état de la rivière Richelieu en ce moment? Et en même temps, on va découvrir aussi le nouveau directeur du service incendie, M. Daniel Dubois. Vous savez, actuellement, au Québec se vit une crise quand même très importante à l'égard des inondations, mais dans plusieurs endroits différents au Québec, entre autres la Mauricie et la région de l'Outaouais principalement. C'est pas sans rappeler, évidemment, les inondations centenaires que nous, on a connues ici en 2011. Pour certains, évidemment, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Mais en même temps, j'écoutais même ce matin encore à la radio des gens qui sont passés par là, qui exprimaient un peu ce qui s'en vient pour ces gens-là. Mais une des questions aussi qui revient très souvent, c'est si tout le monde est en inondation, comment ça se fait que nous, on ne l'est pas en ce moment? Et quel est l'état de la rivière Richelieu, des inondations, des riverains? Bref, on va faire le tour de la question avec le nouveau directeur du service sécurité incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On va parler de vous tantôt aussi, parler de votre nouveau rôle et tout ça, mais en même temps, vous êtes un peu en délégation de pouvoir parce que originalement, c'est le directeur général qui est le coordonnateur des mesures d'urgence, donc il vous a délégué ce pouvoir-là. Vous êtes en poste donc nouvellement depuis le mois de janvier. Vous étiez auparavant à Saint-Hyacinthe, vous avez travaillé à Longueuil et à Brossard aussi. Donc, pour vous, le phénomène des inondations, c'est comme un peu nouveau là, dans votre coffre à outils, là. Le phénomène des inondations est effectivement nouveau pour moi. Celui des mesures d'urgence, un petit peu moins. Donc, autant en théorie qu'en pratique, je l'enseigne à l'université. Donc, toute la structure à mettre en place pour gérer ce genre de situation-là, effectivement, ça, je le maîtrise. La lecture des cours d'eau, c'est relativement nouveau, mais il y a des très bonnes personnes au sein de la Ville, mes nouveaux collègues qui m'orientent, et ça permet de gérer tout ça assez facilement, je vous dirais. Surtout cette année, en 2017, où ça va assez bien. Bon. Quel est l'état de la situation en date d'aujourd'hui? On sait que très souvent, fin avril, début mai, c'est là qu'on atteint certaines pointes au niveau du niveau de l'eau. Ça dépend des pluies, ça dépend des vents, ça dépend d'un paquet de facteurs. Donc, quel est l'état de la rivière Richelieu dans notre secteur ici, là, cette année? Il faut dire que la rivière Richelieu, cette année, réagit très bien. Réagit très bien au phénomène printanier. On est beaucoup influencé par le lac Champlain, par les Adirondacks, le mont Mansfield aux États-Unis. Et tout ça a très bien réagi cette année. Les fontes s'est fait tranquillement. Il n'y a pas eu de très fortes pluies qui ont affecté ce secteur-là et il n'y a pas eu beaucoup de vent du sud, ce qui fait que le Richelieu a pu absorber toute l'eau qui s'est manifestée, donc qui a coulé vers nous. Ça s'est très bien passé. On a eu une petite période d'inquiétude, je vous dirais, à la fin de semaine de Pâques, où on a atteint le seuil minimal d'inondation mineure très brièvement. Ça s'est résorbé depuis ce temps-là. Mais le service d'incendie assure une vigie 2 fois par jour depuis au moins un mois et demi. Alors, ça assure que tout le monde est correct. Et les effectifs de la Ville sont très au fait de ce qui se passe quotidiennement. Bon, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais plusieurs soulevaient l'hypothèse suivante, parce que même on l'avait soulevé en 2011 aussi. On se dit, oui, bien, on dépend du lac Champlain. Est-ce que les Américains ont un certain contrôle avec certains barrages au niveau du débit de l'eau? Est-ce que cette année, est-ce que les Américains ont mieux contrôlé les valves pour nous envoyer moins d'eau? Est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu à vos oreilles? Est-ce que c'est explicable? Je l'ai entendu à légende urbaine, OK. absolument. Mais je vous dirais que dans l'étude et la lecture qu'on fait du Richelieu, et principalement ce qui passe sur notre territoire, c'est pas dans les facteurs qui influencent notre réflexion. On regarde vraiment les phénomènes atmosphériques, c'est là-dessus qu'on se base, et c'est comme ça qu'on fait nos prévisions. Et jusqu'à maintenant, cette année, là, on a été pas mal dans les prévisions que nous avions envisagées. Donc, actuellement, dans le secteur que vous desservez ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce que vous êtes confronté à des rues fermées? Est-ce qu'il y a certains citoyens qui ont des problèmes d'accès à leur résidence? Est-ce qu'il y a de l'eau sur certains terrains? Est-ce que vous avez des sacs de sable en distribution? Donc, quel est le topo actuellement? Actuellement, en date d'aujourd'hui, tout le monde a accès à ses résidences. Il n'y a personne qui est en danger immédiat. Il n'y a pas d'eau sur les terrains de nos résidents. Tout va bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu une petite période d'inquiétude à Pâques, qui s'est résorbée. Qui s'est résorbée dans les jours suivants. On a distribué quelques sacs de sable, mais depuis ce temps-là, il ne s'est plus rien passé. L'eau a repris son cours et tout va bien. Bon. Même le conseiller municipal d'Iberville, dans le secteur sud, Justin Bessette, disait au dernier conseil, il dit quand on passe sur la rue Bellerive à Iberville et qu'on entend le bruit des pompes,
c'est parce qu'on sait qu'on est au printemps. Mais donc, il y a aussi des systèmes de pompes là, qui sont en fonctionnement. Il y a des systèmes de pompes des résidents, il y a des systèmes de pompes de la ville aussi. Donc, nos collègues des travaux publics ont aussi installé tout ça dans les rues pour s'assurer qu'il n'y ait pas de refoulement, que tout ne rentre pas dans les maisons. C'est en prévention. C'est fait pour que les citoyens soient en sécurité aussi. Puis, ça assure aussi une vigie dans certains secteurs qui sont plus névralgiques. Bon. Et compte tenu de la date à laquelle on est aujourd'hui, il serait fort étonnant que la situation empire dans les prochains jours. Là. Écoutez, l'eau se retire un peu partout. On en fait aussi partie. Ça baisse continuellement depuis maintenant une semaine sur le Richelieu. Ça semble vouloir continuer comme ça. Donc, les pronostics sont très bons là, pour nous. Là, on risque de se diriger finalement vers l'été très sereinement. Est-ce qu'on peut dire que les gens ont aussi appris de l'expérience de 2011? Parce qu'il y a eu quand même certaines résidences qui ont été soit surélevées, reculées, tassées. Bref, il y a eu des travaux qui ont été faits auprès de certaines résidences. Je ne sais pas si on en voit aujourd'hui, disons, la teneur ou l'utilité, mais ça aussi, c'est un facteur à considérer. Je vous dirais que l'expérience de 2011 fait que nos citoyens sont beaucoup plus à l'affût. Quand survient la période, à ce qu'on m'a dit, parce que, bon, il faut dire, je n'étais pas ici, mais on forme une belle équipe, puis il y a des personnes qui étaient ici au sein de la ville qui l'ont relaté. Les résidents sont beaucoup plus à l'affût, ils réagissent très rapidement. Donc, le moindrement où ils voient le printemps arriver, cette période-ci arriver, font des demandes de suite, se préparent, assurent leur pompe, font des demandes pour la disponibilité des sacs de sable. Et c'est très bien comme ça. Bon. Parlons de vous maintenant. Donc, vous êtes nouvellement en poste depuis janvier. Vous étiez auparavant directeur du service incendie, mais du côté de Saint-Hyacinthe, mais vous avez travaillé précédemment aussi à Longueuil ou à Brossard il y a une trentaine d'années quand vous avez commencé votre carrière comme pompier. Qu'est-ce qui vous a amené ici, dans ce nouveau défi à Saint-Jean-sur-Richelieu? En fait, les défis qui m'étaient présentés par le directeur général, le fait aussi de sentir que je revenais un petit peu chez moi. Je suis un petit gars de la Rive-Sud. J'ai grandi ici, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi sur la Rive-Sud. J'ai eu de la famille toute ma jeunesse à quartier Saint-Luc. J'ai eu une belle expérience de 9 ans à Saint-Hyacinthe, mais il y avait une belle opportunité. C'est une ville un petit peu plus grosse. Il me reste une dizaine d'années à faire. Donc, ça m'a attiré. Service permanent, une belle structure. Mon prédécesseur, Jean-Pierre Laporte, a mis en place une très belle desserte au niveau des 3 casernes qui desservent maintenant la population joannaise. Donc, c'était bien. Il y avait des beaux défis structurants à faire. Et c'est ce qui m'a amené ici. Bon, est-ce qu'on est dans un défi de continuité? Vous faites référence à votre prédécesseur, M. Laporte, qui lui arrivait de Montréal et qui avait, disons, tout un défi à relever parce qu'à l'époque, au moment de son arrivée, disons, le climat de travail était assez difficile, entre autres, oui, par l'ancien directeur qui était là dans le passé. Bref, on retombe loin, mais c'est un service qui a souvent eu, on regarde ça sur 30 ans, disons, des relations de travail un peu en dents de scie avec ses directeurs. Là, vous arrivez, après que M. Laporte était là quand même pendant quelques années, est-ce que vous sentez maintenant une certaine... vous êtes nouveau, vous ne les connaissiez pas vraiment auparavant. Est-ce que vous sentez une certaine accalmie, une certaine zénitude dans le climat de travail avec vos pompiers? Moi, ce que je ressens au sein des pompiers, au sein de la Division prévention, au sein du personnel clérical, c'est une grande fierté. Une grande fierté de faire partie de ce service-là et d'être au service des citoyens. Effectivement, M. Laporte a ramené une belle atmosphère de travail, très opérationnelle, très au service des citoyens. Donc, on est dans la continuité de ça. On a justement une convention collective qui s'est terminée au 31 décembre. Les négociations sont commencées, les discussions sont commencées. Ça se passe très bien. Ça se passe dans la sérénité, dans la collaboration. Et on va maintenir ça. C'est en place. Le monde est heureux. Le monde, j'ose espérer, l'est encore depuis les 5 derniers mois. On veut maintenir ça parce que c'est à la base de la qualité du service aux citoyens, puis c'est ce qu'on veut maintenir. Bon. La différence entre le service incendie de Saint-Hyacinthe et celui de Saint-Jean, vous le comparez de quelle façon? Parce que, bon, en termes de population, Saint-Hyacinthe a quoi, 40 000 ou à peu près? Ça a 57 000. En fait, le service couvrait 57 000 habitants. OK, le service couvrait 57 000, puis ici, on en couvre 95 ou à peu près? 96, oui. Dans ces eaux-là. Donc, c'est quoi la différence de service à service? Vous savez, au niveau de l'ampleur du service, ça se ressemble beaucoup. 3 casernes, on parle de 80-90 personnes au sein de l'organisation complète. La grandeur de territoire se ressemble beaucoup. La proportion rurale-urbain se ressemble beaucoup. La principale différence entre les deux services, c'est qu'à Saint-Hyacinthe,
le service était structuré sur une base de pompiers temps partiel. Uniquement? Uniquement temps partiel avec une structure de permanence, de cadre permanent. Cadre permanent, mais pompier temps partiel. Exactement. Mais avec de la présence en caserne, mais basé sur du temps partiel. Donc, il y a des pompiers qui faisaient des 40 heures, des 42 heures semaine. Il y a des pompiers qui faisaient des 7 heures semaine. Et tout ça assurait une permanence en caserne. OK. Le défi était l'identification à une équipe de travail. Il faut comprendre que comme des pompiers n'étaient pas permanents, pour assurer une présence en caserne 24 heures sur 24 dans minimum 2 casernes sur 3, il fallait absolument que les pompiers changent d'équipe. Et cette espèce de complicité d'équipe-là, c'est un défi à maintenir au sein de l'organisation de Saint-Hyacinthe. Alors qu'ici, vous avez 3 casernes, vous avez sensiblement le même nombre de personnel? Sensiblement le même nombre de personnel. Mais c'est des temps pleins. C'est majoritairement des temps pleins, Majoritairement, ouais. avec des pompiers temporaires. Donc là, on change la base du service pour une grosseur de service qui est à peu près similaire. Donc les défis ne sont pas les mêmes. Donc, la complicité caserne-équipe est là, est implantée. Le défi est plutôt au niveau des temporaires, d'intégrer ça, de leur faire le travail qui est privé à la convention collective, de le remplacement des permanents, et de s'assurer qu'il y ait accès à la même formation, au même maintien de compétences et à la même facilité d'opération que nos pompiers permanents. Bon. Avez-vous des défis au niveau de renouvellement ou d'achat d'équipement? Avez-vous des projets en tête auxquels vous tenez ou que vous souhaitez développer dans les années à venir? Oui, il y a plusieurs défis, il y a plusieurs projets. Le premier est au niveau des ressources humaines. Donc, on a une convention collective à signer. On l'a signée plus tôt que tard. Ça va bien. Au niveau des négociations, on a le climat de travail à maintenir. Je base beaucoup, et je l'ai partagé à l'ensemble de mon équipe, je base beaucoup ma direction sur le respect. Le respect des individus, professionnel et personnel, et avec toutes les actions que ça peut engendrer. Donc, la collaboration au développement des différents projets, tout ça. Je veux l'implanter, je veux le maintenir, je veux qu'on s'identifie à ça. Et on a un projet là-dessus. On a engagé une firme externe qui fait le tour des équipes actuellement pour parler aux pompiers et faire ressortir les valeurs qui les motivent. Ça, ce n'est un beau défi. Au niveau des équipements, on est en train de faire une étude de positionnement stratégique des casernes. Donc, c'est un outil de saine gestion, quand on va recevoir ce rapport-là, qui va nous permettre de proposer au Conseil dans quelle orientation et où on devra faire nos investissements au niveau des bâtiments. Ça va être une base d'études qui va nous permettre de prévoir à moyen et long terme un positionnement ou un repositionnement, s'il y a lieu, des casernes en fonction du plan de développement du territoire. Bon, au-delà du travail de prévention ou du travail d'intervention quand il y a des incendies, est-ce que le travail du pompier a changé sur 10, 20, 30 ans? Est-ce qu'il y a des nouveaux défis auxquels vous êtes confrontés parce qu'il y a des choses qui ont changé ou il y a des bâtiments, on parle beaucoup de bâtiments qui vont être davantage en hauteur aujourd'hui, c'est une tendance, hein? On veut densifier le territoire. Bref, c'est quoi les nouvelles tendances de l'industrie dans le monde des pompiers? Le travail a beaucoup changé au fil des années, sur 2 facettes. Vous parlez de densification du territoire et effectivement, il faut s'adapter à ça avec toutes les normes de construction et de protection qui se modifient avec le temps. On est justement là, présentation au Conseil pour un nouveau code de construction, pas un code de construction, un code de prévention des incendies. On s'en va au Conseil, le CBCS qui s'appelle, pour s'adapter à ça. Mais le travail, fondamentalement, a changé aussi à cause des matériaux de construction, donc qui sont beaucoup plus synthétiques maintenant, beaucoup plus artificiels, et l'émanation, le produit de combustion est beaucoup plus nocif et toxique pour les pompiers. Donc, on a changé énormément nos méthodes de travail pour ne pas s'exposer et développer d'éventuelles maladies comme les cancers, donc 7 cancers qui sont maintenant reconnus au niveau de la loi Santé et Sécurité au travail et de la TMP, qui sont reconnus comme des cancers, des maladies professionnelles reliées au métier de pompier. Donc, il faut tout revoir, notre façon de décontamination, notre façon d'attaque, pour être certain de ne pas développer ces maladies-là. M. Dubois, merci beaucoup, puis bonne chance dans votre mandat. Ça fait plaisir, merci, monsieur. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la 14e édition de la Ruée vers l'art. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, d'abord, on parle de mini-pot. Oui, mini-golf mobile avec Sébastien Paquette et par la suite de vélo avec Robert Hughes. Ouais, manquez pas ça va pédaler, mon cher.
Coulisses Bêta, jeudi, 19h. C'est déjà le moment de vous parler de la 14e édition de la Ruée vers l'art qui va se tenir les week-ends des 27 et 28 mai et le week-end suivant, le 3 et 4 juin, de 10h à 17h. Le principe est très simple, c'est que vous pouvez aller visiter des artistes dans leur milieu de création. Deux invités pour en parler. D'abord, Claire Bienvenue, qui est membre du comité organisateur depuis quand même, les tout débuts ou presque? La deuxième année. La deuxième année. Mais on a avec nous... nous... aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et avec nous, on a le fondateur, le père fondateur. Ouais. Ah, ça fait sage, ça. Yvan Lafontaine, bonsoir. Bonsoir. Et ironiquement, il va participer pour la première fois cette année. Il est le fondateur, mais c'est la première fois qu'il participe. J'ai créé ça en 2002. Puis, non, ça a l'air que c'est 2002, selon les notes que j'ai ici. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé un peu à la retraite, puis j'ai commencé à voyager. Puis, cette année, j'ai décidé que je faisais la Ruée vers l'art. C'est-à-dire que j'ai posé ma candidature comme tout le monde, parce qu'il y a un comité qui fait la sélection. Et puis, ça va être la première fois que j'ouvre mon atelier comme ça au public, 2 week-ends de suite. Wow! Oui, puis je vais faire quelque chose d'un petit peu spécial, si tu me permets. J'ai un paquet de petites œuvres qui ont voyagé partout dans le monde pour des expositions qui ont été sélectionnées, mais qui n'ont jamais été vues ici. Ils figurent dans des catalogues, mais personne ne les voit. Alors, je vais jumeler les catalogues et les œuvres pour que les gens puissent prendre connaissance de ces pièces-là. C'est un bon prétexte, là. Très belle acquisition pour la Ruée vers l'art. C'est super intéressant, parce qu'en même temps, ce qu'on constate aussi, c'est que, il y a des gens qui reviennent, c'est correct, mais vous avez aussi de nouveaux artistes. On a même une artiste de Farnham qui va être hors réseau, mais qui souhaite avoir des visiteurs, de gens qui ont le goût d'aller faire un petit tour de voiture dans son coin, qui est peintre. On a aussi Métier d'art avec Sylvie Jean. Et on a des nouveaux peintres aussi qui se sont joints, Lise Lalonde et Kézoul. Oui, c'est des nouveaux, plus des anciens. C'est quoi l'évolution de ça? Parce que, Yvan disait, on a fondé ça au début des années 2000. Après ça, vous êtes arrivé dans la deuxième année jusqu'à aujourd'hui. De ce que vous avez vu, de ce que vous avez été témoin, c'est quoi l'évolution de cet événement-là? La première année, il y avait un jury qui ne sélectionnait que 10 artistes. Et la deuxième année, quand Artaud a pris le dossier en main, on a décidé que c'était ouvert jusqu'à concurrence de peut-être 20-25. Je pense que la plus grosse ruée vers l'art a été de 27 artistes participants. Du temps où André Soucy avait la Galerie Zazar, on avait regroupé des artistes là, et chez Artaud aussi. Et pour le reste, je pense que le point majeur, c'est que les gens ont compris qu'il y avait une différence entre aller visiter un artiste dans une galerie et aller le visiter dans son atelier. Et au début, les gens étaient gênés parce qu'ils avaient l'impression qu'il fallait acheter, alors qu'ils ont compris que notre slogan « Entrez voir » n'est pas juste un mot, mais vraiment une réalité. Donc, ils sont à l'aise maintenant et ils apprécient beaucoup. Donc, il n'y a pas d'obligation d'achat, mais il faut taper sur le clou également que c'est gratuit. Oui. Il n'y a pas de prix d'entrée, là. Je veux dire, quand vous allez vous passer, il va y avoir une petite affiche sur le terrain. Ils vont dire, bon, c'est ici. Puis là, vous sonnez à la porte, puis il y a quelqu'un qui vous répond, puis vous rentrez à l'intérieur, ça finit là. Les gens ne sonnent pas, ils rentrent. Je pense qu'une des facettes intéressantes, là, c'est toute la dynamique d'interaction, de création et de démarche que les gens découvrent quand ils viennent dans l'atelier. Quand ils vont dans une galerie, ils voient les œuvres, mais le processus qui est en arrière puis qui amène à cette découverte-là, ils n'en sont pas conscients. Puis souvent, ils sont plus timides d'aller dans une galerie que de voir travailler l'artiste. Et en plus, c'est que dans l'atelier de l'artiste, il y a des œuvres de commencer, de ne pas terminer. Ça, c'est très apprécié aussi. Moi, ce qui me fascine souvent quand j'ai vu des artistes dans leur atelier,
c'est l'utilisation des matériaux, le temps que ça prend pour faire ceci, pour faire cela, pourquoi on le fait comme ça, pourquoi on ne l'a pas fait comme ça. Donc, quand on permet de poser des questions, ça permet de comprendre tout le travail qu'il y a derrière l'œuvre, parce qu'apprécier une œuvre dans une galerie, c'est une chose, mais la voir évoluer ou expliquer par l'artiste lui-même dans son atelier, ça n'a pas la même saveur. Oui. C'était quoi l'idée derrière ça, Yvan? Est-ce que ça existait ailleurs? Est-ce que c'est une idée qui est tombée Non, du ciel comme ça? c'est un principe qui fonctionnait déjà ailleurs. Là. Je pense au canton de l'Est, le coin de Magog, ça fait des années et des années que ça existe. À Québec, c'était régulier qu'il y avait ça aussi. Il y a beaucoup de circuits d'ateliers. Mais ici, à Saint-Jean, c'était difficile de faire bouger un petit peu les gens au niveau de l'art. Ouais. Et puis, on avait commencé ça avec la Chambre de commerce, puis l'Office du tourisme. Il y avait des rencontres semestrielles. Puis, c'est un des projets qui était avancé à un moment donné, puis que j'ai pris à la volée comme ça. À l'époque, c'était M. Paradis qui était là. Ouais. Et puis, on est parti avec ça. Puis, on a contacté des milieux artistiques et finalement, ça a fonctionné. Le public aime ça, mais en même temps, je constate que les artistes eux-mêmes ont appris à aimer ça, parce que je sais que pour certains artistes, toujours une certaine gêne aussi, pas pour tous, mais pour certains, c'est un peu une mise à nu. Hein? C'est-à-dire, on se dévoile là, au public. Oui, on y prend goût. Oui, c'est ça aussi. Oui, effectivement. C'est comme un rendez-vous annuel au printemps. Et c'est autant attendu de nous que de nos visiteurs, parce qu'il y a un pourcentage qui ont fait les 14 années. Là. Moi, j'ai vu grandir des enfants là, qui venaient avec leurs parents, qui avaient 4-5 ans et qui maintenant sont au secondaire, là, mais qui n'ont jamais manqué une visite. Est-ce que vous avez déjà pu estimer compter, quantifier le nombre de visiteurs? On le fait à chaque année. On parle plus de visites que de visiteurs parce qu'il y en a qui font plusieurs ateliers. Là. On est allé jusqu'à facilement 1200. Oh, wow! Et au niveau des ventes aussi, au niveau du territoire couvert aussi, on a eu des gens de l'extérieur, beaucoup. Bon, les gens peuvent se procurer le petit dépliant ici que j'ai entre les mains. Également, je présume que l'information se retrouve sur le site Internet. Mais ce qui est intéressant dans ce dépliant, c'est que vous avez premièrement vous avez la liste des artistes, mais de l'autre côté, c'est plus géographique, mais vous avez aussi la carte. Vous avez la carte là, de ce côté-ci, où on voit un peu les circuits qu'on peut faire. C'est nouveau de cette année de préciser des circuits, le circuit du centre-ville, le circuit de l'île Sainte-Thérèse. Alors, les gens, si ils veulent justement suivre le circuit proposé, ils peuvent le faire. Il y a toutes sortes de façons. Hein. C'est pas les lois strictes d'un rallye, là. Les gens sont invités au vernissage, évidemment, le vendredi 26. Qui est une entrée gratuite et une invitation à tous. Et en venant chez Artaud, les gens, ça leur permet de voir les 17 artistes participants. Et chacun laisse une œuvre chez Artaud. Alors, ça facilite après, bon, à quel endroit j'aimerais aller, quels sont mes coups de cœur. Et sur un visuel, des fois, c'est un peu plus difficile, tandis que là, ils peuvent voir une œuvre aussi de l'artiste là, et faire leur choix où ils vont aller par la suite. Bon. Est-ce que vous avez hâte d'avoir ce contact dans votre atelier, une première? Moi, je suis en train de préparer mes éléments de présentation. Là. Comme je disais, si j'associe un catalogue avec une œuvre, alors c'est pas mal d'ouvrages. Bon. Il y a le circuit de la rivière, Marcel Poirier, Lina Loisel, Monique Saint-Amand, Jocelyne Tremblay, Kézoued, Sylvie Jean et au Petit Bleuet, parce que vous avez aussi des arrêts suggérés. Hein? Oui, il y a des commanditaires. Oui, c'est des commanditaires et on doit apporter un dépliant pour bénéficier du commanditaire. Bon. Le circuit de la route 104, Daniel Granger, Christiane Godette, Marie-Ève Valiquette et Diablement Bon, autres commanditaires. Le circuit du Vieux-Saint-Jean, Marie Claproude, Louise Gay, Daniel Granger, Christiane Godette et chez Tome 2, sur la rue Saint-Jacques, en face de Artaud. Et le circuit de Lille, avec Roger Alexandre, Hélène Béliveau, Claire Bienvenue, Sylvie Jean, Fern Saint-Hilaire, Lise Lalonde, Yvan Lafontaine et Librairie Moderne, qui fait partie de votre autre commanditaire pour ce circuit. Donc, c'est quand même des précieux partenaires, Claire. Oui, des précieux partenaires, certainement. Oui, on les remercie de leur générosité, de leur support, parce qu'évidemment, il y a des dépenses de relier à l'événement.
le dépliant, la publicité, les affiches. On a des belles gratuités comme votre émission. Mais Ça me il y a fait plaisir aussi, d'en parler et d'encourager la culture. Mais Yvan disait tantôt, c'est vrai qu'au début, c'était peut-être, au début des années 2000, c'était dur de faire sortir les gens côté culturel à Saint-Jean. Ça a changé. 14 ans plus tard, ça a beaucoup changé. Ça a Yvan. beaucoup changé. Pour le mieux, là. Oui. Pour le mieux. Écoute, Oui. on présentait Yoshi au Théâtre des Deux-Rives vendredi soir dernier. Il n'y avait aucune activité au théâtre, mais on avait au-dessus de 40 personnes au vernissage. Et Puis c'est- vernissage très chaleureux Puis aussi. c'est une invitée qui vient du Mexique que personne ne connaît ici. Il y a un pourcentage de gens qui participent régulièrement à des activités d'exposition, de vernissage chez Artaud ou ailleurs. Donc, il y a des liens qui se créent entre ces visiteurs-là aussi. Et c'est la même chose durant la ruée. Et on peut dire aussi que l'interaction entre les divers organismes est beaucoup plus forte qu'il y a Tout à fait. 20 ans. Oui, ça change aussi. oui. Oui, on retrouve bien les gens d'Action chez Artaud, puis d'Artaud chez Action, puis au Théâtre des Deux-Rives, la même Absolument. chose. Oui. Et c'est pour le mieux et pour tout le monde. C'est pour le mieux pour tout le monde. 14e édition, la ruée vers l'art, 27 et 28 mai, le week-end suivant, 3 et 4 juin, de 10 à 17 heures. Donc, allez sur le site cooparto.com ou procurez-vous le dépliant pour avoir toute la liste des circuits. Merci beaucoup, bonne chance. Merci Merci. beaucoup encore. Reste avec nous, au retour, le Babillard quotidien. Petit rappel, le samedi 13 mai, à l'Aréna municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la vente des livres de nos bibliothèques municipales. Donc, si vous avez de l'intérêt pour aller ramasser certains bouquins à prix quand même assez modique, bien, présentez-vous à l'occasion de cette journée. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation premier, troisième lundi du mois et avec un conseil de ville, on choisit des extraits qu'on diffuse sur 2 semaines. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a toujours une trentaine de dépositaires et un peu plus pour vous vendre les petits livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, plus facile et plus rapide par courriel, à Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.